à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez, dont vous retrouvez tous les épisodes, plus de 400 maintenant, sur le site parolehistoire.fr, sur la chaîne YouTube du podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Jean-Yves Mollier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Saclay-Versailles-Saint-Quentin, vous venez de signer dans vos éditions Flammarion Panama, un canal pour mémoire, qui est un sujet peut-être qui déroutera en partie les gens qui vous suivent, qui vous connaissent comme un historien de la vie politique et culturelle française du 19e siècle principalement. Et le scandale de Panama, évidemment, vous y avez déjà consacré des pages, mais là, vous nous emmenez beaucoup plus loin, vers d'autres horizons, et c'est très intéressant de découvrir sous votre plume ce que pensent les Panaméens, Nicaraguayens, Antillais de ce canal de Panama ouvert en 1914. Alors une première question, volontairement un peu provocatrice, pour suggérer la complexité de votre livre. Qui a construit le canal de Panama ? L'ensemble des milliers, dizaines de milliers d'ouvriers appartenant à 66 nationalités recensées, sans doute même davantage, qui, entre 1880 et 1914, un jour, une semaine, un mois ou plusieurs années, ont travaillé sur le chantier. On peut y ajouter les ingénieurs français dans un premier temps, originaires des États-Unis dans un deuxième temps. On peut y ajouter, si on veut, Ferdinand de Lesseps, qui a été un peu le concepteur français, ou George Washington Goethals, l'ingénieur du génie militaire américain, qui en quelque sorte a recueilli les fruits et l'honneur d'avoir construit le canal. Et du coup, tous ces personnages, évidemment pas tous les milliers, parce qu'il y en a plein qui restent anonymes, mais voilà, l'ensemble de ces acteurs, vous essayez de les prendre en compte, c'est ce qui fait vraiment l'intérêt, l'originalité du livre. Et du coup, je l'ai dit, vous aviez déjà écrit sur le scandale de Panama. Comment vous êtes passé du scandale au canal, si j'ose dire ? Du scandale de Panama, j'étais passé à la deuxième compagnie, celle qui démarre en 1894 et qui est une compagnie nouvelle du canal interocéanique, mais une compagnie punitive. C'est pour échapper au procès que la Société Générale, le Crédit Lyonnais, les grandes banques françaises qui avaient participé au lancement des obligations de la première compagnie, celle de Ferdinand de Lesseps, ont dû mettre au pot commun, en quelque sorte, avec y compris les journaux qui avaient également gagné trop d'argent. Bref, on a puni les entreprises de travaux publics, sont les trois grands acteurs, en quelque sorte, qui avaient été compromis lors du scandale. Scandale, rappelons-le, voilà, des députés, des journalistes qui avaient touché d'immenses sommes et des surfacturations d'un certain nombre d'entreprises. Un scandale, sans entrer pour l'instant dans l'État, qui était un immense scandale politico-financier, industriel, médiatique, qui avait impliqué une grande partie des élites de la Troisième République à l'époque. Oui, puisque dans un premier temps, on a cité 104 noms, et puis ensuite, avec les talons de chèques du baron de Reynac, on en a ajouté une trentaine. Au total, ce sont 150 députés, sénateurs et ou ministres, 9 ministres, dont le nom a été cité à un moment, à tort ou à raison, mais en général plutôt à raison, comme ayant touché de l'argent de la Compagnie du Panama. Voilà, ça c'était la première compagnie. Ensuite, vous êtes passé à la seconde, celle qui vient, en quelque sorte, relancer le projet et essayer d'échapper aux poursuites. Voilà. Et elle, pendant 10 ans, entre 1894 et 1904, elle va reprendre les travaux, mais très vite, elle va se rendre compte qu'il est impossible à la Bourse de Paris d'obtenir le financement de cette deuxième étape du chantier du canal. Et à partir de 1896-1897, elle fait tout pour revendre à des hommes d'affaires, des banquiers, des financiers nord-américains, les intérêts de l'entreprise. Cela aboutira finalement en 1904 à la revente, effectivement, pour 40 millions de dollars, un peu plus de 200 millions de francs de l'époque, de l'ensemble des avoirs et surtout de la concession accordée par la Colombie qui permet effectivement les travaux, parce que le grand public l'aura oublié, le Panama appartenait à la République de Colombie à cette époque-là. Alors du coup, dans votre parcours personnel, en ayant étudié le scandale, cette seconde compagnie, comment vous êtes intéressé finalement aux autres acteurs sud-américains, antillais, nord-américains de cette histoire ? C'est en prenant conscience, au fond, de la diversité de ceux qui avaient bâti ou contribué à la construction du canal que je me suis intéressé aux mémoires actuelles. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire un saut du passé au présent en me disant, au fond, qu'est-ce que pensent les Colombiens de l'arrachement d'une province à leur pays ? Et là, j'ai découvert qu'il y a toute une presse satirique qui se moque, mais qui en même temps critique férocement tous ceux qui ont participé à la sécession. Qu'il y a aussi une presse nicaraguayenne qui s'enflamme pour les nouveaux projets d'un
de construction d'un canal au Nicaragua et qui en veulent aux Américains de leur avoir fait miroiter le percement d'un second canal qui n'a jamais vu le jour. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ces mémoires collaient imparfaitement. Et c'est pourquoi j'ai utilisé au fond l'image du kaléidoscope, avec des mémoires qui parfois se rejoignent, parfois sont antagonistes, mais des mémoires qui coexistent à travers ce canal revendiqué aujourd'hui par Donald Trump. Et vous en parlez à un moment dans les remerciements du livre, ce sont aussi des rencontres avec une réalisatrice notamment qui a conduit à aller découvrir ces autres lieux, ces autres historiographies et même à les mettre en images. Avec 2 réalisateurs, dans un premier temps un réalisateur de télévision canadien qui a réalisé des films qui sont passés, des films documentaires qui sont passés sur les chaînes de télévision à la fois allemandes et anglophones. Et puis la rencontre avec Sandra Rude, qui a réalisé un documentaire intitulé « Les forçats du canal », qui est terminé, mais que France Télévisions programmera probablement à l'automne ou un peu plus tard, peut-être en fonction de la conjoncture. La rencontre avec ces 2 demandes, en quelque sorte, m'a amené à aller plus loin que ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Et puis, au fond, pendant 46 ans, j'ai enseigné l'histoire contemporaine. Et l'histoire contemporaine, même si on est plutôt 19e, elle ne s'arrête jamais à la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes allé sur place au Panama? Non, je n'ai pas eu encore la chance, mais je compte y aller bientôt. J'ai vu beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup de reportages, beaucoup également de photographies. J'ai entendu beaucoup de sons également, puisqu'aujourd'hui, tout cela est disponible sur Internet. Et puis, j'ai lu une énorme bibliographie en anglais, en espagnol et en français, mais plutôt en anglais et en espagnol, en anglais des États-Unis d'ailleurs, mais un petit peu aussi en anglais de la Grande-Bretagne, parce que de nombreux travaux ont été publiés depuis la publication de mon scandale de Panama en 1991. Voilà, alors si vous voulez y aller, il faudra peut-être se dépêcher avant que les Marines redébarquent si Trump les envoie. Mais c'est évidemment la conjoncture très brûlante qui est la nôtre. Si on revient un tout petit peu aux origines, avant Panama, il y avait Suez, et plus largement, on pourrait dire que les canaux, c'est une des grandes affaires du 19e siècle. C'est des choses dont beaucoup de gens avaient rêvé depuis l'Antiquité, mais là, on a les moyens techniques de les réaliser. C'est les grandes prouesses de la technologie des ingénieurs du 19e siècle. Et il y a un personnage, Lesseps, qui fait la jonction entre les deux. Absolument. Lesseps, dont on pourrait penser qu'il est un ingénieur, ce qu'il n'est pas du tout. C'est un diplomate de formation. Un diplomate qui a été formé, par conséquent, disons, au négoce entre les hommes. Malheureusement, il n'est pas un ingénieur et à certains moments, et notamment quand il accepte au fond de se lancer dans ce second projet, il a oublié qu'il a failli échouer à Suez et que ça a tenu presque à un cheveu, puisque jusqu'au dernier moment, le montage financier était très incertain. Mais enfin, en 1869, il est parvenu à inaugurer ce magnifique canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Et c'est emporté par cet élan, mais supporté aussi par la banque franco-égyptienne et par la compagnie du canal de Suez, qui vont être des acteurs majeurs de la construction de la seconde compagnie, je répète, la compagnie universelle du canal interocéanique de Panama. C'est porté par ces acteurs qu'il prend la tête en 1879 de ce second projet. Un projet qui donc doit se réaliser dans cet isthme de Panama, qui est en gros l'endroit où la jonction entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud est la plus fine, mais la plus fine sur une carte. En fait, quand on regarde de plus près, c'est pas simple du tout. C'est pas les mêmes conditions qu'à Suez, du point de vue du relief, du point de vue des conditions sanitaires. C'est pas un lieu idéal pour percer un canal. Non, pas du tout. Et puis j'ajouterais qu'en Égypte, au fond, Lesseps a bénéficié du soutien du Khedive. Il a eu des milliers et des milliers de fellahs gratuitement, pratiquement, à son service. Ce n'est pas le cas du tout en Amérique centrale. Là, il va découvrir une réalité qu'il ne connaît absolument pas. Il n'est jamais encore allé dans cette région du monde. Et il va découvrir notamment la montagne de la Culebra lorsqu'on arrive vers la côte pacifique, qui va exiger au final 25 000 tonnes de dynamite pour la percer et permettre effectivement la jonction entre les deux océans. Mais dans la partie qui est plus proche de l'Atlantique, c'est la jungle, avec des tas d'animaux, des serpents, des crocodiles, et puis surtout un moustique terrible qui est le vecteur de la fièvre jaune. Et les Français, à son époque, ne sont pas parvenus à comprendre quelles étaient les causes de la fièvre jaune, et notamment l'importance de ce moustique vecteur de la fièvre jaune. C'est à Cuba, en 1898-1900,
que les médecins, les épidémiologistes nord-américains et cubains vont comprendre qu'effectivement, il faut d'abord s'attaquer aux moustiques, donc au fond, lancer des tonnes et des tonnes de pétrole pour éliminer les causes profondes de la malaria et surtout de la fièvre jaune. Alors, l'occasion pour moi de citer un livre de John McNeill, Mosquito Empires, Ecology and War in the Greater Caribbean, qui est un livre d'histoire environnementale et géopolitique magistral qui explique la donnée des moustiques et de la malaria comme facteur explicatif des rapports de force dans la région. Alors, ce projet, donc techniquement compliqué, il est techniquement compliqué, il est doublé en fait d'une pratique. Tant que le canal n'est pas percé, finalement, on a une sorte de transbordage qui se fait. Les navires arrivent de l'Atlantique, déchargent sur la côte atlantique. Un chemin de fer ensuite emmène passagers et marchandises de l'autre côté. Autrement dit, il y a un proto-canal et il y a déjà l'idée que c'est un lieu de passage avant même que ce soit creusé. Oui, et ça c'est lié à la ruée vers l'or en Californie de 1849. À partir du moment où il fallait transborder l'or du Pacifique vers l'Atlantique, il a fallu trouver un chemin. Et en effet, l'Amérique centrale s'y prêtait à merveille. À une époque où la jonction ferroviaire du nord de l'Amérique n'est pas réalisée, c'est 1869, donc ça veut dire que si on part de San Francisco ou de Sacramento avec ses pépites et qu'on essaie de rejoindre la côte Est, on a plus de chances d'y passer que si on prend le bateau. Le trajet le plus habituel en bateau, c'est de descendre jusqu'au Cap Horn et donc faire plus de 20 000 km pour finalement se retrouver dans le port de New York. Donc, c'est effectivement cette partie de l'Amérique centrale qui est apparue centrale, c'est le cas de le dire, et les Américains ont construit un chemin de fer, la Pacific Railroad Company, entre 1850 et 1855. Et ils ont découvert la difficulté de construire un chemin de fer qui ne dépasse pas 80 km. Mais il a fallu 5 ans pour y parvenir, et puis il y a eu des milliers de morts. Donc on a déjà fait appel à une main-d'œuvre étrangère, car sur place, il n'y a pas la main-d'œuvre pour le construire. Donc on a une première expérience. Alors, la compagnie maritime qui descend de New York vers Cologne, elle transborde à partir de 1855 sur le chemin de fer les passagers et le fret, et puis de là, de Panama, on remonte vers San Francisco en s'arrêtant évidemment en faisant du cabotage un peu partout. Donc ça préexiste au projet de canal. Ça préexiste et c'est déjà révélateur de quelque chose qui est en germe depuis 1823, depuis la doctrine de Monroe, c'est-à-dire l'idée que cette Amérique centrale, elle a quand même vocation à être dans la sphère d'influence politique, économique des États-Unis, de la jeune nation imprégnée de sa destinée manifeste et qui est en train d'acquérir sa plénitude territoriale. Et du coup, on commence à voir se mettre en place ce jeu à plusieurs avec des capitaux, des projets français au départ, mais dans un territoire où il y a déjà des intérêts états-uniens. Absolument. On pourrait y ajouter que les Américains ont également essayé de s'installer au Nicaragua et là aussi de regarder si on ne pouvait pas construire un canal. Tout ça dès les années 1850, 1855, 1860. Donc en effet, la doctrine Monroe fonctionne à plein régime et de toute façon, les Nord-Américains, les États-Uniens comme on dit aujourd'hui, autrefois on disait les Américains pour aller vite, à aucun moment ne se sont désintéressés de la construction du canal à l'époque française. Ça va plus loin. Les banquiers américains qui ont vendu à Ferdinand de Lesseps les actions de la compagnie ferroviaire ont obtenu le droit de conserver la nomination du directeur et d'entrer dans la compagnie française du canal interocéanique. Et on va trouver le plus grand banquier de l'époque, John Pierpont Morgan, et toute une série de financiers nord-américains qui sont très discrets dans la période 1880-1888, mais qui siègent au conseil d'administration de la compagnie française et qui vont se faire de moins en moins discrets à partir des années 1896-1898. Les Américains, la presse américaine, la presse Pulitzer notamment, parlera même d'un syndicat de Wall Street qui, dans l'ombre, aurait travaillé pour s'emparer du canal de Panama. Tracer un canal, c'est le tracer sur le territoire en théorie d'un État souverain, mais donc ça veut dire obtenir de lui des droits, des concessions. Alors les Égyptiens, vous l'avez dit, ils avaient soutenu et puis ils s'en sont un peu mordus les doigts parce que ça a quand même fait rentrer le loup britannique dans la bergerie et les Britanniques ont transformé l'Égypte en protectorat. Donc là, c'est des questions du même ordre qui se posent. Juridiquement, comment ça se passe pour la Colombie quand elle commence à envisager des travaux sur ce qui est à l'époque son territoire ? Alors la Colombie, elle est très enthousiaste au départ lorsque Ferdinand de Lesseps
vient leur proposer effectivement la construction d'un canal parce que la Colombie voit immédiatement l'intérêt de toucher, grâce aux taxes, taxes prélevées sur le passage des bateaux, de toucher les royalties qui permettront au trésor colombien, au fond, d'avoir des sommes relativement importantes. Faisons le pas jusqu'à aujourd'hui, c'est de l'ordre de 5 milliards de dollars la rentrée d'argent chaque année. Et sur les 5 milliards, 3 milliards vont à l'État du Panama. Donc, de ce point de vue-là, on comprend bien l'intérêt. Alors, la Colombie a accordé dans un premier temps une concession à des explorateurs en 1878. Ils ont vendu, avec l'accord de la Colombie, cette concession à Ferdinand de Lesseps en 1880. Et puis, l'État souverain, la République de Colombie, a prolongé par 2 fois, en 1890 et en 1900, la concession. Donc, lorsque les Américains, en mai 1904, reprennent les intérêts et la concession, ils ont l'autorisation de construire. Mais il y a un mais. C'est que les travaux, théoriquement, devaient s'arrêter en 1904, puis 1906. Ensuite, il y a eu une prolongation jusqu'en 1910. Mais les Américains savaient pertinemment qu'ils ne pourraient pas, en 6 ans, achever la construction. Il fallait donc obtenir de la Colombie une nouvelle prolongation. Et c'est là que le bas va blesser. En effet, le Congrès de Bogota, donc les 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, c'est un décalque du système nord-américain, va refuser en septembre 1903 d'accorder aux États-Unis d'Amérique la prolongation de la concession. Et c'est là qu'intervient une sorte de coup d'État qui conduit à la sécession du Panama, et quelque chose qui est orchestré au fond par les groupes d'intérêt qui souhaitent que ce chantier continue et en fait avoir les mains libres sans un État indépendant qui puisse y mettre son nez et refuser la concession. Et donc c'est là qu'intervient aussi un personnage assez original, assez haut en couleur, qui s'appelle Philippe Buneau Varilla. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, dire quel est son rôle ? D'abord, c'est un brillant polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. En 1886, il a dirigé en chef les travaux sur le canal de Panama, donc c'est vraiment un technicien. Du point de vue de l'ingénierie, il est parfaitement au courant de tout ce qu'il faut faire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, son frère, Maurice Buneau Varilla, c'est le propriétaire d'un grand journal parisien, Le Matin, un des 4 grands quotidiens. Et son frère est un homme d'affaires plus ou moins véreux que l'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Donc, avec son frère, ils ont très vite compris en 1886 l'intérêt de créer une compagnie de travaux publics pour gagner encore plus d'argent. Ils font partie de ceux qui ont été punis, entre guillemets, en 1894. Ils ont dû mettre plus de 2 millions de francs or de l'époque dans le capital de la nouvelle entreprise. Philippe Buneau Varilla connaît très bien les milieux financiers et les milieux également d'ingénieurs des États-Unis. Et c'est lui qui va véritablement s'entendre, je passe sur les détails, avec le fameux syndicat de Wall Street, c'est-à-dire Pierpont Morgan et tous les financiers qui le suivent, et avec Theodore Roosevelt, qui devient en 1901 président des États-Unis et qui est tout à fait favorable à la reprise par le gouvernement américain de la construction du canal. C'est un personnage qui mériterait d'ailleurs une biographie plus importante que les travaux qui lui ont été accordés jusqu'à maintenant. Il reste des parts d'ombre. C'est un personnage qui refera parler de lui au moment de la Première Guerre mondiale. C'est un personnage tout à fait intéressant. Intéressant et paradoxal, parce que de son vivant, il est honoré, il y a des banquets, il est le grand unificateur des 2 rives, etc., etc. Mais quand on lit ses textes et sa correspondance, on découvre quelqu'un de parfaitement cynique, quelqu'un qui, en gros, ne sourcille pas. On croirait lire un mémorandum de la CIA dans les années 50, qui dit, en gros, ce pays ne veut pas nous permettre de faire ce qu'on veut, on va faire une révolution et on va mettre la main dessus. Absolument. Dans le livre qu'il a écrit et publié chez Plomb, donc chez un grand éditeur en 1913, avec beaucoup de cynisme, il publie les lettres, les télégrammes qu'il a envoyés au président de la République de Colombie pour le prévenir qu'il y aura une sécession organisée par lui-même si la Colombie ne se plie pas aux demandes des Américains. Et c'est lui qui, au fond, va être d'une certaine manière le responsable des déclarations de Trump aujourd'hui. Je m'explique. La concession qui avait été accordée finalement en 1903 par l'ambassadeur de Colombie à Washington, il y avait eu un traité, Eyre-Heran, était une concession centenaire. Donc les États-Unis auraient été autorisés à construire le canal
et à percevoir les royalties pendant un siècle. Mais au bout d'un siècle, le Panama aurait récupéré la propriété. Or, dans le traité que Philippe Buno-Varillas, devenu ambassadeur de la République de Panama nouvellement créée en novembre 1903, va obtenir avec les Américains le traité Hay, toujours le même secrétaire d'État Buno-Varillas. Cette fois-ci, la concession va être accordée à perpétuité. Et ce n'est qu'en 1977 que le président Jimmy Carter, en signant le traité Carter-Torrijos avec son homologue panaméen, va reconnaître au fond le fait que les États-Unis étaient là de manière quand même indue et va décider que 20 ans plus tard, en 1999, les États-Unis transmettront la propriété pleine et entière de la Canal Zone au gouvernement du Panama. Gouvernement du Panama, mais le Panama, en fait, qui apparaît comme un État fantoche, suscité pour l'occasion. On a trouvé des relais locaux, on a trouvé en gros un médecin ambitieux, qui s'appelle Guerrero, je crois, qui veut bien être cet homme qui va gouverner un tout petit pays, mais un tout petit pays dont il sait parfaitement qu'il est en fait sous perfusion financière et sous protection diplomatique de ses intérêts, Buno-Varillas, les États-Unis. Donc en gros, on trouve ce relais local de gens qui disent on fait la révolution au nom du Panama et de la liberté du Panama, mais pour l'instant la nation panaméenne, c'est avant tout quelque chose qui a été suscité pour l'occasion. Mais n'oublions pas qu'on est en Amérique latine, c'est-à-dire dans une région du monde où ce sont les élites qu'on appelle les caciques là-bas qui effectivement font la pluie et le beau temps et se partagent le pouvoir entre conservateurs et libéraux selon les États avec plus ou moins de bonheur ou de malheur. Qui est cet homme ? Le premier président de la République de Panama, c'est le docteur, en effet, Manuel Amador Guerrero. C'était le médecin-chef de la compagnie nord-américaine, de la compagnie ferroviaire du chemin de fer du Panama. Donc il en a vu passer des gens malades de malaria. Oui, absolument. Mais en même temps, il était lié pied et poing aux intérêts financiers nord-américains. Et avec ceux qui vont composer la junte provisoire de ce gouvernement, en réalité, on a affaire à des élites locales qui cherchent à s'enrichir. Mais attention quand même à ne pas négliger un petit aspect de patriotisme local, d'esprit de clocher, car depuis 1885, on a constaté quand même, et ça s'est renforcé 10 ans plus tard pendant la guerre des 1000 jours, on a quand même constaté qu'il y avait de plus en plus des volontés, ou certains diront des velléités, d'indépendance. Alors, sans qu'il y ait un véritable mouvement national, ça, c'est la réécriture dans les livres d'histoire, mais ça n'existait pas à cette époque-là, il y avait quand même un certain nombre de volontés de résistance au gouvernement de Bogota et d'indépendance qu'on avait vu notamment au moment d'une insurrection ou d'une révolution de 1885. C'est le moment où les travaux vont prendre une ampleur considérable parce qu'il faut maintenant achever ce canal. On entre dans la décennie de l'achèvement du canal. Un canal qui est spectaculaire, qui est aussi médiatique. Au Panama se succèdent des envoyés spéciaux, des photographes de la presse entière. Alors comme historien de la presse, ça a dû vous intéresser, cette dimension de Panama devient l'un des lieux les plus scrutés, les plus visités en cette époque de mondialisation de l'information. Absolument. Et au fond, un peu grâce à Teddy Roosevelt, qui a un art de la mise en scène extraordinaire. C'est un président qui, par ailleurs, va chasser le rhinocéros blanc en Afrique. C'est lui qui a mené la guerre à Cuba. C'est un personnage très haut en couleur, mais qui, en même temps, a tout à fait le sens et qui est conscient de l'importance des médias. En 1906, il se fait photographier, il se fait filmer au volant, en quelque sorte, d'une énorme excavatrice fabriquée, bien sûr, aux États-Unis et transportée sur place. Et à partir de là, va se créer un mouvement touristique. On vient se faire photographier sur le canal. Sur la photo, d'ailleurs, il porte le chapeau qui devient célèbre sous ce nom. Absolument. Il porte le fameux chapeau de Panama, qui, entre parenthèses, est un chapeau de paille tressée fabriqué en Équateur. Mais bon, on l'a appelé, et y compris pour les Français. Et pour la mémoire, parce que c'est quand même sur la mémoire que j'ai voulu travailler, en effet, ce chapeau, peu importe l'endroit où il est fabriqué, aujourd'hui il pourrait être fabriqué en Chine, c'est un Panama. Pour tout le monde. Pour quiconque le voit ou voit quelqu'un dans la rue porter ce couvre-chef, c'est effectivement un Panama.
Alors, les reportages et les journalistes et les photographes qui viennent sur le canal, est-ce qu'ils mesurent et est-ce qu'ils racontent à quel point c'est dur, à quel point c'est un enfer pour les gens? Et si on entre maintenant dans l'autre volet très intéressant du livre, c'est cette enquête, cette restitution des conditions de vie et de travail de ces milliers d'ouvriers. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans les reportages? Dans certains reportages, mais pas dans la majorité. La majorité des reportages sont un hommage au progrès, sont un hommage à la capacité des ingénieurs de transformer la nature. On est encore dans un rêve cartésien, se rendre maître et possesseur de la nature. On n'est pas du tout parvenu à une conscience écologique. Elle viendra beaucoup plus tard. Donc, une grosse partie ou une grande partie des reportages sont à la gloire des ingénieurs, des constructeurs, des médecins. Mais il y a évidemment des voix discordantes. Et puis, il y a des reporters beaucoup plus objectifs qui font la part des choses et qui se rendent compte qu'effectivement, les conditions de vie des travailleurs sont loin d'être parfaites. Alors, c'est peut-être le moment d'aborder la division que les Américains ont voulu introduire entre ce qu'ils appellent les gold employees et les silver employees, c'est-à-dire les employés blancs pour l'essentiel, venus des États-Unis, payés en dollars or américains, et les autres, les silver, c'est-à-dire les noirs, les métis, mais même y compris des Espagnols, ou donc des Européens parfaitement blancs de peau, mais qui vont être rémunérés pour la moitié. Et puis surtout, va être introduit dans cette région du monde, sur la zone du canal, c'est-à-dire 16 km de large, 8 km de chaque côté, 77 km de long, va être introduite la ségrégation raciale qui règne dans tous les États du sud des États-Unis et dans une partie des États du nord. On trouve des panneaux interdits aux Noirs. Dans les épiceries, vous avez le côté pour les blancs, le côté pour les noirs. Dans les banques, il y a 2 entrées. Même les commissariats ont 2 entrées. On est en plein, on se croirait pratiquement en Afrique du Sud avant l'époque de Mandela. Ce qui évidemment pose toute une série de problèmes dans une région où on a fait recours à des travailleurs notamment antillais, des Guadeloupéens, des Martiniquais qui viennent y travailler, pour qui l'esclavage a été aboli à peine un demi-siècle plus tôt, et du coup ça va évidemment pas de soi de se heurter à ces pratiques, et en même temps c'est un chantier rémunérateur, et un peu à la façon dont, on pourrait dire aujourd'hui sur les plateformes pétrolières dans les pays du Golfe, des travailleurs asiatiques subissent des conditions de travail, ou les stades du Qatar subissent des conditions de travail épouvantables, mais beaucoup plus rémunératrices que dans leur pays d'origine. Voilà, il y a ce compromis qui est fait entre ces conditions de vie et de travail et discrimination très dures, et en même temps un chantier qui est le chantier phare de la région et qui draine des capitaux et donc un salaire. Vous avez fait la comparaison qui s'impose. Au fond, hier comme aujourd'hui, eh bien, quand on n'a pas d'argent, quand la misère vous pousse, vous allez là où vous espérez trouver un salaire plus rémunérateur que celui que vous auriez dans votre pays. Par conséquent, même payer la moitié par rapport aux travailleurs blancs venus des États-Unis, eh bien, les Antillais francophones, anglophones ou hispanophones, donc quelle que soit leur origine de tout le bassin de la Caraïbe, ils vont trouver quand même des conditions de salaire plus rémunératrices que dans leurs îles, où souvent d'ailleurs la misère, à cause des fléaux, à cause du fait que la culture de la canne à sucre se raréfiait, eh bien les poussait à partir. En Martinique, après l'éruption en 1902 de la montagne Pelée, il y a eu une émigration qui est indispensable, puisque de toute façon, il n'y a plus de travail sur place. Donc on se plaint, oui, mais on espère quand même pouvoir économiser de l'argent et donc vivre mieux, ou en tout cas que ses enfants vivent mieux un peu plus tard. J'ai parlé de l'abolition de l'esclavage, mais il y a un système qui est aujourd'hui un peu oublié, mais que l'historiographie a beaucoup revisité, qui est le système de l'engagisme, qui en fait prend un peu le relais de l'esclavage, c'est-à-dire que ce n'est pas des travailleurs achetés, possédés, mais c'est des travailleurs en partie contraints, parce qu'ils signent un contrat qui leur dit qu'il faut travailler tant de temps pour rembourser le voyage ou rembourser les frais, etc. Et donc, parfois, pour construire les chemins de fer aux États-Unis, c'est des Chinois qui signent un contrat de 10 ans, etc. Et cet engagisme, on en trouve des manifestations à Panama. Alors l'engagisme, moi je l'avais rencontré d'abord en 1993 lors d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie, où effectivement, travaillant sur les origines du peuplement, je m'étais rendu compte qu'une partie des travailleurs indo-chinois eh bien, était engagé et devait travailler 2 ans pour rembourser le voyage avant de commencer à toucher, à percevoir un véritable salaire. C'est le même système, effectivement, qui fonctionne sur la zone du canal de Panama, et ils doivent travailler en moyenne 500 jours pour rembourser le voyage
depuis la Barbade, depuis la Jamaïque, depuis la Martinique ou la Guadeloupe, avant de commencer. Alors, j'allais dire avant de commencer à toucher un salaire. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait le même engagisme qu'en Nouvelle-Calédonie. Ils sont payés, mais on retient sur leur paye $1 par semaine, l'équivalent à peu près d'une journée de travail. Donc, comme ce sont des semaines de 6 jours, on leur retient 1/6 du salaire hebdomadaire pour payer le passage en bateau qu'a avancé, évidemment, l'entreprise nord-américaine. Ces travailleurs venus des Antilles, en grande partie, longtemps étaient effectivement un peu délaissés dans le grand récit triomphaliste de la science occidentale. C'est des militants qui se sont faits à la fois historiens et militants. Vous citez notamment un Jamaïcain, George Westerman, un Antillais, Joseph Josse, des gens qui ont mené un travail qui pour nous, historiens de métier, est intéressant parce que ça montre que l'histoire peut avancer avec des gens qui ne sont pas au départ des universitaires, qui peuvent avoir des préoccupations militantes, mais qui vont faire exister des documents, recueillir, collecter des traces. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce moment, en gros les années 1970-80, si je ne me trompe pas, même un peu avant pour Westerman, qui fait émerger du matériau historique en lien avec un travail mémoriel? Oui, Westerman mériterait une biographie. Il y a des articles, il y a des notices dans les dictionnaires qui lui ont été consacrés. Ces archives sont à la New York Public Library, mais il mériterait un véritable travail. C'est un syndicaliste au départ qui, dès 1920, effectivement, va militer dans le mouvement noir américain, mais également aux Antilles. Il va créer, au fond, les antennes, les filiales locales, et il aura une véritable carrière. Il deviendra ambassadeur dans son pays dans les années 60, ambassadeur à l'ONU, ambassadeur aux États-Unis. Dès 1951, au Congrès international de sociologie, il a publié un article sur les gold et les silver employés. C'est lui, en quelque sorte, qui a commencé à révéler au grand public, au-delà des universitaires, le système ségrégationniste. Mais c'est vrai qu'il faut attendre ensuite les années 1970-80 pour voir une mémoire antillaise francophone et anglophone, et hispanophone bien sûr, se développer, avec des associations autour de Joseph Josse, effectivement, ou Josse, en Martinique et en Guadeloupe, autour également d'autres personnages en Jamaïque et en Barbade. On peut en dire un mot parce que en Jamaïque comme en Barbade, il y a des musées aujourd'hui qui ont réuni à la fois des correspondances, des souvenirs, des photographies, des témoignages et qui organisent des expositions. Donc la population, quand on pense Jamaïque, nous on pense évidemment au reggae et on a l'impression qu'en dehors du reggae, il n'y a rien d'autre en Jamaïque. Non, il y a aujourd'hui une véritable mémoire de cette construction du canal. On estime que peut-être 40% de la population de la Jamaïque à l'époque est partie au Panama à un moment ou à un autre, pour y rester ou pour en revenir, mais enfin, il y a eu donc des mouvements très importants. Donc ces associations, elles continuent d'ailleurs à exister et elles publient périodiquement des petits livrets ou de véritables livres, elles organisent des expositions, elles réalisent des films, elles visent véritablement à entretenir alors une mémoire douloureuse, une mémoire traumatique, mais une mémoire également qui joue un rôle positif dans le fait qu'ils revendiquent aujourd'hui, pour ceux qui sont restés, leur appartenance totale à la nation panaméenne. Et c'est ça aussi qui m'a passionné, de voir comment, on aura peut-être le temps d'évoquer aussi les Chinois qui aujourd'hui organisent également des mouvements, des expositions. Oui, il y a presque un tourisme chinois au Panama. Oui, absolument, absolument. Et eux aussi, pour les Chinois qui sont restés à Panama, ils se sentent non plus chinois, mais panaméens. Ou plus exactement, ils se sentent des Chinois vivant parfaitement dans le cadre de l'unité du Panama. Sachant que pour que les descendants de ces travailleurs obtiennent la nationalité panaméenne et obtiennent des droits, il a fallu du temps parce que le système ségrégatif était en place. Donc, c'est-à-dire que les enfants, petits-enfants d'Antillais, voilà, de Jamaïcains, de Chinois, etc., ça n'allait pas de soi qu'ils deviennent panaméens. Il a fallu des luttes aussi pour ça. Absolument. Mais distinguons bien, le système ségrégationniste n'existait que sur la zone américaine, dans la fameuse Canal Zone, donc qui déborde de 8 km en largeur de chaque côté, mais qui n'avait pas vocation à étendre sa législation au-delà. Or, il se trouve que les gouvernements successifs qui ont régné entre 1904 et le début des années 1960 considéraient ces travailleurs comme inutiles ou comme des parasites qu'il fallait absolument chasser. C'est à partir des années 60, il y a un premier amendement au début des années 1960 qui fait que
on accepte que les Antillais aient participé à l'histoire du Panama et 10 ans plus tard, mais c'est après, au fond, le coup d'État du colonel puis général Omar Torrijos, que les choses changent complètement et que véritablement les Antillais sont intégrés à la mémoire, au récit national, on dirait même aujourd'hui au storytelling de la nation panaméenne. Alors sachant que cette mémoire, elle est très diffractée suivant les lieux, puisque pour la Colombie, c'est le vol initial qui a privé la Colombie de ses revenus et au-delà de l'avoir privé de ses revenus, qui porte la marque finalement de l'impérialisme des États-Unis. Et donc, dans le récit colombien, c'est pas du tout la fierté du travail accompli, c'est plutôt la marque de la prédation et qu'on met en parallèle d'ailleurs avec les autres entreprises, soit militaires, soit économiques des États-Unis. On pense à la United Fruit, vous en parlez dans le livre. Donc là, c'est une mémoire tout à fait différente qui s'est construite pour les Colombiens. Absolument. La United Fruit qui est installée effectivement dans une partie du territoire de la République du Panama et qui est un acteur très important de la vie économique et financière et même politique du pays. Alors, pour les Colombiens, au fond, les choses sont très simples et elles se résument en un mot, el rapto, le vol. Les Américains ont véritablement volé une province, enfin un département de la République de Colombie pour en faire la República de Panama. Cette mémoire est très vive. Une historienne colombienne a réalisé un sondage très récent, alors évidemment sur un échantillon qui n'est pas tout à fait représentatif, mais les Colombiens interrogés aujourd'hui disent tous d'abord que l'école ne leur a pas appris suffisamment la réalité de cette période, et puis surtout qu'il s'agit bien d'un vol, d'un arrachement et donc d'un traumatisme. Il y a donc dans la conscience colombienne aujourd'hui, et c'est peut-être une des raisons de leur anti-américanisme primaire au fond, l'idée que les gringos, qu'on appelle aussi les Yankees, et qu'on écrit d'ailleurs à l'espagnol, en faisant une faute, en déformant la graphie anglaise, qui devrait être Y-A-N-K-2-E-S, on l'écrit Y-A-N-K-I-S. Un mot qu'on a inventé, en quelque sorte, pour aller plus loin que les gringos. C'est vraiment, au fond, la caricature de ce qu'il ne faudrait pas faire, mais de ce qui a été fait et qui a permis l'asservissement de ces populations. Alors, un de ceux qui incarnent en Amérique latine l'opposition aux gringos, aux Yankees, c'était Augusto Sandino, le Nicaraguayen. Et vous dites à un moment que, donc Sandino, c'est de son nom que dérivent les mouvements sandinistes qui, du temps de la guerre froide, étaient les mouvements de gauche contre lesquels les États-Unis luttaient de manière impitoyable dans les années 1970-1980. Sandino, au début des années 30, lui aussi, il envisage un canal, mais un tout autre canal. Ce ne serait pas le canal des capitalistes des États-Unis, ce serait le canal bolivarien, le canal trait d'union entre les peuples, le canal qui redonnerait sa liberté, sa plénitude à l'Amérique délivrée des puissants. Il a une très belle formule. Il dit que ce canal, il va falloir, comme celui de Panama d'ailleurs, il va falloir le remettre à la nation latino-américaine. Et il considère qu'au fond, ce sont les 25 ou 26 nations latino-américaines qui doivent bénéficier de ces deux canaux. Il est favorable à la construction d'un deuxième canal au Nicaragua, mais pas du tout pour enrichir seulement le Nicaragua, pour le copartager avec le Pérou, avec l'Argentine, avec le Chili, avec tous les pays, au fond, de la région. Alors, il faut faire attention quand même quand on parle d'Augusto César Sandino, car sa mémoire a été quand même passablement embellie par le mouvement de libération sandiniste. On en a fait un guérillero prolétaire. Les historiens français ou états-uniens sont un peu sceptiques sur le caractère véritablement prolétarien. Non, c'est sans aucun doute un patriote. C'est quelqu'un qui s'opposait au système qui existait à son époque, qui était pour une plus grande égalité entre toutes les populations, qui était sensible au sort des Indiens, car il y avait effectivement dans le mouvement sandiniste de l'époque, il y avait des Indiens qui avaient rejoint les Africains ou les Afro-descendants, comme on dit aujourd'hui, qui avaient rejoint l'ensemble du mouvement. Mais au fond, même embelli dans la mémoire, il est parfaitement vrai que ce mouvement sandiniste a laissé des traces aujourd'hui. Alors des traces qu'on retrouve paradoxalement au début des années 2000, lorsque des milliardaires chinois viennent proposer au Nicaragua de créer de construire ce canal.
À deux moments, en 2004 et en 2013, il y a eu un début de construction avec l'arrivée de milliardaires chinois, qui étaient prêts à investir des sommes colossales, jusqu'à 50 milliards de dollars pour créer un deuxième canal. Alors, le deuxième canal, a priori, n'est pas vraiment d'actualité. C'est le canal de Panama qui reste le point de passage majeur, et un canal dont les Panaméens ont récupéré quand même, disons, la souveraineté, même si elle est contrariée, dans les années 1970. Et à ce propos, ça a été un des points d'opposition entre le président élu en 1976, Jimmy Carter, le candidat malheureux, mais qui va le battre, prend sa revanche en 1980, Ronald Reagan. En 1976, pendant la campagne, écoutons ce que déclarait Ronald Reagan, le candidat républicain, qui résume assez bien finalement ce que un certain nombre on pourrait dire Trump et son entourage pourraient penser aujourd'hui. The Panama Canal Zone is sovereign United States territory, just as much as Alaska is, as well as the states carved from the Louisiana Purchase. We bought it, we paid for it, and General Torrijos should be told we're going to keep it. Voilà, on va dire au général Torrijos qu'on va le garder. Alors, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé, parce qu'en 1977, on a négocié avec lui et le Panama a la souveraineté sur le canal, mais ça veut dire qu'il y a toute une fraction aux États-Unis, des dirigeants notamment, qui considèrent que la souveraineté sur le canal et la présence militaire sur le canal est de droit. Absolument. Et d'ailleurs, dans les paroles qu'a prononcées en février 2025 Donald Trump, on retrouve très exactement les propos de Ronald Reagan en 1976, qu'il a repris en 1978. Il n'y a que la fin, au fond, de la phrase de Ronald Reagan que Donald Trump n'a pas répétée, mais c'est exactement le même esprit. Il y a donc une mémoire républicaine de la propriété du canal. Juridiquement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le traité Hay-Buno-Varia accordait bien aux États-Unis à perpétuité la jouissance de la Canal Zone. Ça, c'est incontestable. Mais le traité juridiquement inattaquable signé par Jimmy Carter au nom de son pays avec le président Omar Torrijos, lui a mis fin à cette perpétuité et a considéré qu'avec une gradation pendant 20 ans, il y avait une période de transition, eh bien, en décembre 1999, le Panama retrouverait bien la pleine et entière souveraineté. Et d'ailleurs, dans la constitution actuelle du Panama, il y a effectivement l'idée que ce canal est absolument inaliénable. Alors, ce qui s'est passé avec Donald Trump, on le sait bien, Trump c'est un négociateur, c'est un businessman. Il a obtenu immédiatement quelque chose. Il a obtenu le départ des propriétaires chinois des deux ports de Colón et de Balboa, un port sur l'Atlantique, un port sur le Pacifique, et la revente de leurs intérêts à une société nord-américaine. Donc, il a obtenu immédiatement, au fond, un premier bénéfice. Il en a obtenu un deuxième qui fait que, d'un point de vue militaire, le Panama admet l'idée qu'au fond, les États-Unis ont un droit de regard. Ira-t-il plus loin jusqu'à envoyer les Marines pour reprendre la Canal Zone ? Ça, l'historien travaille sur le passé, éventuellement sur le présent, il ne travaille pas sur l'avenir. Voilà. Ceci dit, le passé donne quand même l'idée que ce n'est pas impossible et que ça pourrait être plausible dans la mesure où 1989-90, l'opération Juste Cause a été une nouvelle manifestation d'un droit d'ingérence que les États-Unis considèrent légitime à intervenir au Panama. Ils sont allés arrêter Noriega en disant qu'il trafiquait de la drogue. Bon, ils avaient même fermé les yeux là-dessus à une époque, mais voilà, l'intervention militaire, on en a un précédent. Oui. Et c'est même d'autant plus scandaleux que Noriega, c'était une marionnette de la CIA. Et donc, aussi longtemps qu'il avait travaillé pour eux, ça ne posait pas de problème. Ce n'est pas tellement pour arrêter le narcotrafic qu'ils sont intervenus, c'est parce que Noriega, qui était un personnage complexe, sur lui aussi, il faudrait qu'il y ait un jour une bonne biographie, personnage complexe qui, à la fois, gagnait beaucoup d'argent avec le trafic de la drogue, mais en même temps soutenait quand même un certain nombre de mouvements indépendantistes, y compris au Salvador. Donc c'est probablement davantage pour le punir, au fond, de ce qu'il avait fait par rapport au Salvador, que les États-Unis sont intervenus. Mais oui, vous avez raison, cette intervention dite Just Cause, les Américains ont toujours un art de l'euphémisme qui est absolument extraordinaire. Cette cause était tout sauf juste et surtout beaucoup de sang a coulé. On a parlé, on ne connaît pas le nombre exact de morts, mais on a parlé de centaines de morts. Donc
c'est bien effectivement une volonté impérialiste, alors qu'on retrouve aussi aujourd'hui à travers la déclaration de Donald Trump, mais je ne l'ai pas encore abordé. Il y a un troisième point qui est important pour lui. Il voudrait obtenir l'abaissement des taxes pour les navires battant pavillon américain. Parce que pendant toute la période 1914-1999, eh bien, les bateaux américains ont bénéficié de taxes complètement abaissées. Et donc, ont pu effectivement faire transiter des marchandises de l'Atlantique vers le Pacifique ou du Pacifique vers l'Atlantique en bénéficiant de conditions extrêmement favorables. Et ça, il voudrait l'obtenir aujourd'hui. Or, je le rappelle, le canal, qui ne représente plus que 4 à 5% du PIB de l'État du Panama, représente quand même un peu plus de 3 milliards de taxes pour le budget du Panama chaque année. C'est donc considérable. On voit que sur tous ces enjeux très actuels, eh bien, on va trouver énormément de profondeur historique dans le livre que vous avez rédigé. Avant de terminer, est-ce que vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ? Eh bien, peut-être de lire ou de relire le très beau roman de Maryse Condé, La vie scélérate. C'est un roman publié en 1987. Il n'a pas vieilli. Maryse Condé est une des premières à avoir, au fond, avec le personnage d'Albert, qui est un originaire des Antilles françaises, eh bien, essayer de montrer comment le rêve panaméen avait évidemment abouti à l'inverse de ce qui était souhaité par Albert. Merci beaucoup. Et puis, moi, je me permettrais de dire qu'après avoir lu le livre, on se prend à rêver d'une version illustrée, parce qu'il y a tellement de photographies, de coupures de presse, voilà, que, en tout cas, faudrait y penser, parce que c'est vraiment un objet fascinant aussi du point de vue visuel, et voilà, que le pur récit ne peut pas entièrement restituer. Mais la version visuelle, c'est la version de Sandra Rude et son documentaire « Les forçats du canal de Panama ». Voilà, donc il faudra être attentif au moment de la diffusion. Merci beaucoup, Jean-Yves Mollier. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.